Bienvenue dans ISM, un espace dédié à celles et ceux qui créent entre deux rives, des artistes venus d'ailleurs ou nés ici de parents venus d'ailleurs, des voix qui portent en elles plusieurs cultures, plusieurs langues et mémoires. Dans ce podcast, nous tendons l'oreille aux récits dont l'art est traversé par la migration, l'exil ou l'héritage. Qu'est-ce que cela change de créer quand on est pétri de deux mondes? Chaque épisode est une rencontre, une conversation intime où l'on questionne les racines, les influences, les doutes et les élans. Car l'art est rarement neutre. Il dit, raconte et invente. Ici, à la croisée des chemins, comme un isthme entre deux pays. Je suis ravie de recevoir, dans ce nouvel épisode de podcast, Andrea Castro, comédienne, metteuse en scène et dramaturge, née au Chili et arrivée enfant en France après l'exil familial. Elle grandit au sein du célèbre théâtre d'Aleph, fondé par ses parents, à Santiago, puis en région parisienne, à Ivry-sur-Seine. Elle évolue aujourd'hui au sein de la troupe de théâtre El Duende, dans laquelle elle joue et met en scène, et dispense également d'ateliers pour des amateurs. Son dernier projet, remarquable, a été d'écrire et de mettre en scène l'histoire familiale. D'autres jours viendront. C'est le nom de cette très belle fresque théâtrale sur l'exil, une histoire à la fois intime et universelle dans la grande histoire. Une œuvre vibrante entre le Chili et la France. Bienvenue Andrea, je suis vraiment ravie de t'accueillir dans mon podcast. Merci Assia, je suis ravie d'être là. Comment vas-tu ? Très bien, très bien. Pareil, je suis ravie de t'accueillir. Tu sais, comme je t'expliquais un peu avant, dans ce podcast, j'invite des artistes dont l'histoire est traversée comme ça par deux pays. Pour toi, donc c'est vraiment l'histoire personnelle qui est marquée par l'exil familial de tes parents du Chili vers la France pour fuir la dictature de Pinochet. Donc tes parents sont arrivés en France en 1976. Exactement. Et pour un peu mettre les auditeurs dans le bain de cette histoire, est-ce que tu permets que je résume un peu? Et puis, si tu veux la raconter toi... Comme tu veux. Comme tu veux, je peux raconter ma version. Et voilà. Tu pourras ajouter si tu veux. Ouais. Enfin, dans notre histoire, de ce que j'en sais, de ce que mes parents m'ont raconté, et de ce que j'ai lu, c'est qu'effectivement, mes parents faisaient du théâtre au Chili, à une époque où justement tout était possible, parce qu'on était dans les années 70, donc c'était des étudiants et qui rêvaient de travailler en collectif, du théâtre collectif, qu'il n'y ait pas de chef, que ce soit la fête, que ce soit la liberté d'expression, etc. Et donc, mon père a commencé à vouloir faire du théâtre, et donc pour draguer les filles... Oscar Castro, voilà, grand dragueur à l'époque. Il s'est dit la meilleure façon, c'est de faire une troupe de théâtre et de proposer à des filles de vouloir participer. Donc c'est comme ça qu'un petit peu ça a commencé entre potes. Il y a eu sa tante qui est arrivée dans la troupe, ensuite ma mère, et voilà, c'était une bande de 10 étudiants. Ils ont commencé à faire du théâtre, et ça a commencé à marcher parce qu'ils ont commencé à faire des tournées, ils ont commencé un peu à faire de la télé, et il y a la tragédie qui est arrivée, c'est-à-dire le coup d'État en 73. Et comme je le raconte dans D'autres jours viendront, il y a eu un enchaînement de choses tragiques qui ont fait que mon père a été arrêté par la police. Il a fait 2 ans en camp de concentration. Je fais un peu court, hein. Peut-être après on pourra revenir dessus. Et on a été exilés en France en 76. Mon frère avait 2 ans et demi et moi j'avais 1 an quand on est arrivé en France. D'accord, oui. Et donc il est resté 2 ans, c'est ça, dans les prisons de Pinochet. Oui, voilà, pendant 2 ans. Et pendant ces 2 ans, il a continué à faire du théâtre à l'intérieur des camps de concentration. Justement, j'ai lu ça. C'est impressionnant. Oui, mais souvent on se rend compte que l'art est un moyen de survie dans des situations tragiques comme ça. Parce qu'il y a d'autres artistes qui ont fait aussi du théâtre dans les camps de concentration. Et c'est vrai que ça l'a sauvé, mon père. Et en fait, la relation que lui, il a avec le théâtre est aussi un peu la même qu'il nous a transmise, c'est-à-dire que le théâtre, c'est ce qui nous sauve. Un espace de réparation.
Voilà. Alors aujourd'hui, je pense que c'est encore ça. C'est vraiment le théâtre qui me sauve tous les jours pour pouvoir, alors je sais pas, on peut dire des grands mots, supporter la tragédie de ce monde ou le chaos dans lequel on vit. Mais en tant l'art comme soutien, comme thérapie, comme oui, exactement. pulsion de vie. Oui, comme thérapie, complètement. Oui, je pense qu'avec le dernier spectacle que j'ai écrit sur l'histoire de ma famille en exil, je pense que j'ai fait 10 ans de psychothérapie. J'ai gagné. Ouais, je vois très bien, on y reviendra un peu plus, effectivement. Et ta maman, donc Anita Vallejo, Vallejo, je prononce, voilà, est une grande musicienne et comédienne aussi. Donc elle aussi, elle n'a pas été emprisonnée, mais du coup, elle a traversé toute cette tragédie. Elle continue, donc ton papa est décédé en 2021, et elle continue encore à travailler, à jouer de la musique. Oui, en fait, on a travaillé, nous, en fait, mon père a eu 5 enfants, dont 2 avec ma mère. C'est-à-dire qu'en fait, mon père a eu 3 femmes. Donc la première, c'est ma mère, Anita Vallejo, avec qui il a eu mon frère Sébastien et moi. Et ensuite, il a eu 2 autres femmes avec qui il a eu d'autres enfants. Donc, on est 5. Donc, je parle de la fratrie. Donc, effectivement, on a travaillé, mon frère et moi, avec notre père pendant de nombreuses années. Et puis, il y a une époque où il y a eu une scission en 2008. Et c'est là où on s'est séparés. Nous, la compagnie Aleph est devenue la compagnie du théâtre El Duende. Et Anita, ma mère, est venue travailler avec nous. Et elle a continué effectivement à faire de la musique pour les pièces. À composer. Elle compose, elle est aussi comédienne. Et elle compose toutes les musiques de tous les spectacles. Oui, tout à fait. Et des musiques de films aussi. Oui. Donc ça, en fait, c'est vraiment une grande musicienne. C'est vraiment ça qui ressort d'Anita. Et donc, tes parents s'installent en France. Donc, au début, ils ont un peu fait un passage au Théâtre du Soleil chez Ariane Mouchkine, avant de s'installer et de refondre, en fait, le Théâtre d'Aleph à Ivry-sur-Seine. Oui, parce qu'en fait, à l'époque du coup d'État, la France a eu une position assez importante pour aider les artistes qui étaient emprisonnés. Et surtout les artistes français, dont Ariane Mouchkine et Claude Lelouch. Ils ont soutenu à l'époque mon père et d'autres artistes. C'est la raison pour laquelle aussi on est arrivé en France. Et c'est vrai que comme quand mes parents sont arrivés, ils n'avaient plus de théâtre, ils n'avaient plus rien, plus de maison, plus de langue, juste des valises. On s'est retrouvés à aller au Théâtre du Soleil. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, je traînais dans ce qui est maintenant, aujourd'hui, je vais au Théâtre du Soleil et je suis émerveillée. Enfin, pour moi, c'est le cœur du théâtre, vraiment. Et cette femme, je la trouve assez extraordinaire et elle continue aujourd'hui dans ses luttes à aider tous les opprimés. Et donc, effectivement, elle a ouvert les portes du Théâtre du Soleil à la compagnie Aleph, à mes parents, et ils ont créé leur premier spectacle qui s'appelait L'incroyable et triste histoire de l'exilé Mateluna, que mon père racontait donc l'histoire de l'exil pour la communauté chilienne qui était en France. Et aussi, je pense, pour pouvoir un petit peu raconter tout ça et mieux accepter. Mieux vivre son exil à lui-même. Mieux vivre l'exil, Oui, quelle épopée. Et du coup, toi, tu avais quel âge quand vous êtes partis? Alors, moi, je suis arrivée en France, j'avais 1 an. Mon frère, 2 ans, 2 ans et demi. Et l'époque du Soleil, je crois que c'était dans les années 80. Donc, j'avais 5-6 ans et mon frère 7-8. Et on traînait dans les caves du Soleil. Et tu gardes... je pense pas qu'à 1 an, on garde un souvenir, une trace de ce départ ou pas du tout? Alors, non. Mais en recréant le spectacle, en écrivant le spectacle D'autres jours viendront, je me suis rendu compte que mes cellules, elles avaient une mémoire traumatique. Parce que pendant tout ce travail, il y a eu beaucoup d'émotions qui m'ont traversée. Donc effectivement, je n'ai pas de souvenirs, je n'ai pas d'image. Mais le corps s'en souvient. Le corps s'en souvient. Le corps s'en souvient très bien. J'ai des cellules qui se souviennent, enfin qui ont un traumatisme. Je vois très bien. Et après, du coup, dans cette enfance, après cet exil, comment cela a infusé dans ton enfance? Est-ce que c'était des formes de... je comprends qu'il y avait des pièces de théâtre pour raconter ça indirectement, mais est-ce qu'il y avait des récits dans la famille, des silences? Comment c'était
voilà, pour toi en tout cas, enfant, l'enfant que tu étais, Andrea. Alors, comment as-tu vécu un peu cet exil des parents? moi, il y a deux anecdotes, en fait, que je me suis remémorées il y a peu de temps. Quand j'habitais avec ma mère et que peut-être voilà, le soir, il peut être 19h, on toque à la porte. Ma mère, elle avait ce réflexe de mettre son doigt devant la bouche et de me dire « Chut, tu bouges pas ». Et moi, à cet âge-là, je comprenais pas trop. Je me disais « c'est quelqu'un c'est peut-être un voisin ». Et en fait, je voyais ma mère dans un certain stress, qui s'avançait tout doucement vers la porte, qui regardait par l'œilleton. Et voilà, soit si elle connaissait pas, on n'ouvrait pas. Et même si c'était un voisin, on n'ouvrait pas trop. Et en fait, j'ai compris bien des années après que ça venait de l'époque de la dictature, venait du jour où ils sont venus arrêter mon père, et qu'en fait, ma mère, elle avait ce réflexe-là, ce traumatisme, qu'elle m'a transmis, parce que évidemment, tout se transmet. D'abord, on ne sait pas trop pourquoi. Donc, pour moi, ça, c'était des choses qui étaient assez présentes dans l'exil, c'est-à-dire d'une certaine méfiance, quand même, de garder quelque chose de... on ne sait jamais ce qui peut arriver, on n'est pas totalement en sécurité. Oui, ça, sentiment d'insécurité. Voilà, ça c'était un sentiment assez fort. Le deuxième sentiment que j'avais très fort, c'est la relation avec la famille qui était restée au Chili. C'est-à-dire j'avais toute ma famille, mes grands-parents, tantes, cousins, cousines, tout ce qu'on a dans une famille. Et en fait, la communication, évidemment, c'est pas comme aujourd'hui. Donc, il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas de FaceTime ou de choses comme ça. Et il fallait soit écrire des lettres, soit prendre le téléphone, appeler pendant 3 minutes, mais vite raccrocher, parce que sinon, ça coûtait très cher, ça coûtait 100 francs. Et donc ça a aussi été des moments qui ont été très présents pendant toute mon enfance, c'est-à-dire le rapport avec la distance, le rapport avec la langue aussi, parce que au départ, je parlais pas espagnol. Enfin, ma mère me parlait en espagnol, donc je comprenais, mais je répondais en français. D'accord. Parce que évidemment, on a un besoin aussi de pouvoir s'intégrer et d'avoir un manque de famille que finalement le théâtre a remplacé. C'est-à-dire que mes parents, à chaque fois, ils créaient des troupes, et dans ces troupes, il y avait 10, 15 personnes. C'était ma famille. À chaque fois, c'était une nouvelle famille. Tous les 3-4 ans, il y avait des gens qui changeaient, donc des oncles et des tantes que je m'inventais, mais qui changeaient, qui n'étaient pas du tout de ma famille. Mais à force, je pense qu'on recrée ce qu'on n'a pas. Donc moi, dans mon enfance, voilà, ce sentiment d'insécurité et la communication avec une famille... que je savais que j'aimais, mais que je ne connaissais pas. Donc la première rencontre, quand j'avais 15 ans, la première fois que je suis retournée au Chili, c'était la chose la plus incroyable que j'ai vécue. Parce que j'ai embrassé des gens que je ne connaissais pas, mais que j'aimais profondément, parce que c'était ma grand-mère, un oncle, une cousine. Ça, à 15 ans, c'est quelque chose. C'est très émouvant. Tu vois, j'ai un peu les larmes aux yeux là, de ce que tu dis. Ouais. Et tes parents, ils sont retournés en même temps que toi ou pas du tout? Mon père est retourné avant. Il est retourné parce qu'en fait, il y a eu donc, le référendum en 89. Et mon père, il a été accompagné par France 2, je ne sais plus à l'époque. C'était l'émission Résistance. Et il l'avait accompagné parce que c'est donc la première fois qu'il pouvait retourner au Chili. Et nous, on y a été, je crois, 2 ans après. Parce que moi, j'avais un passeport, comme tous les réfugiés, un passeport qu'on appelait Blue Jean, où il y avait écrit que tu pouvais voyager dans tous les pays, sauf le Chili. Et moi, ça m'avait toujours marqué de me dire, j'ai un passeport pour voyager, mais je ne peux pas retourner au Chili. Donc, la première fois qu'on a été autorisé à rentrer, alors évidemment, je l'ai été faire des courses pour m'habiller pour être la plus belle possible. Et effectivement, j'ai oublié ce qu'était la question. C'était quoi? Est-ce que tu étais repartie avec tes parents? Voilà. Ouais. Et donc, non, oui. La première fois, c'était avec mon père, excuse-moi. Et la deuxième fois, c'était avec mes parents. Oui, mais que mes parents, parce qu'on n'était que tous les 4 avec mon frère. Oui, donc ça devait être hyper émouvant, ce retour après extrêmement 15 années, quoi. 14 années. Oui, 76 à 92, donc c'est un petit peu plus. Oui, c'est un choc. Ça, c'est ce que tu gardes un peu de ton enfance, c'est un peu finalement des traumatismes. Mais est-ce que tu penses que tes parents, dans les pièces après qu'ils faisaient, ils essayaient de recréer du lien avec leur pays d'origine pendant toutes ces années tout où ils ont... Tout le temps. En fait... c'est pour ça que je te disais que le théâtre me sauve tous les jours, c'est que je pense que le théâtre a été
pour notre famille une tragédie, c'est-à-dire que c'est à cause du théâtre que que mon père a été arrêté et qu'on a été exilés, mais c'est grâce au théâtre qu'on a réussi à s'en sortir. C'est-à-dire que cette façon de pouvoir se raconter, d'essayer de comprendre la tragédie qu'on a vécue, finalement, mes parents nous l'ont transmis à mon frère et à moi, c'est-à-dire cette possibilité, soit par la musique, parce que finalement, quand j'écoute les musiques de ma mère aujourd'hui, il y a beaucoup de nostalgie dans sa musique et en même temps de joie, donc cette espèce d'allégresse, de ce mélange assez curieux. Mais pour moi, c'est l'exil, absolument. Donc, dans sa musique, il y a ça. Et mon père, il a passé sa vie à raconter l'histoire d'un exilé en France. Et l'histoire de justice pour essayer de savoir qui avait assassiné sa mère, etc. Donc, c'est un combat, en fait. Et ce combat, on nous l'a transmis. Mais au-delà du combat, ce qu'on nous a transmis, c'est comment tu peux utiliser l'art pour trouver un sens à une tragédie et comment tu peux arriver à te reconstruire. Et sachant que finalement, ces tragédies, tu les vis toi, mais tout le monde les vit dans d'autres pays, d'autres façons. Et que, d'autres formes. Et que... l'art sauve. L'art sauve. Ah, j'en suis certaine. Oui, ça résonne vachement. Et du coup, en grandissant, tu as suivi un peu les pas de tes parents, finalement. Voilà. Alors, au départ, comme une adolescente parfaite, je ne voulais pas. Donc, je ne voulais pas faire de théâtre, absolument pas. Je voulais être photographe. Et puis ça m'a rattrapée. Parce que c'est comme ça. Alors, parfois, je me pose la question si est-ce que je l'ai vraiment voulu ou ça s'est imposé à moi. Ça, je le saurais peut-être pas, mais c'est pas très grave. Mais effectivement, à un moment, avec mon frère, on a fait du théâtre, on a appelé des potes, on était ensemble, on a refait du théâtre. Depuis 30 ans aujourd'hui, on est les mêmes. Ouais. Donc, c'est une vraie histoire. Et théâtre, aujourd'hui, je fais du théâtre. Engagé, politique Engagé dans le sens où je pense que l'art, de toute façon, c'est politique et c'est engagé. C'est pas pamphlétaire, c'est-à-dire qu'on est dans nos spectacles, on n'essaye pas d'imposer des idées, mais c'est plutôt humaniste, en fait, de pouvoir regarder le monde... questionner la condition humaine. De nous questionner, de nous critiquer, et évidemment en racontant des histoires... Et souvent satirique, musicale. Donc il y a beaucoup de joie aussi dans vos pièces. Mais alors ça, je pense que ça vient aussi de l'exil. C'est-à-dire que, enfin en tout cas de l'exil peut-être de l'Amérique latine. En Amérique latine, il y a cette chose de, comme disent les Brésiliens, tudo bem. Allez, malgré tout, ça va aller. Et en Amérique latine, il y a ça, il y a cette façon de chanter, ce que nous on appelle les boléros, où on chante le tragique, mais avec un sourire. Et donc, en fait, ça, moi, j'ai beaucoup de souvenirs de quand j'étais petite, où mes parents, ils faisaient des fêtes où il y avait plein de Chiliens partout, et ça chantait l'exil. Donc, nous, on a toujours fait des pièces de théâtre où il fallait qu'il y ait de la musique, il fallait que finalement les gens y soient aussi heureux d'être là, et que la musique, parfois, ça raconte plus que des mots. Ouais. Voilà, la musique, elle a cette force-là, c'est que ça touche le liquide qui est en nous, dans une mémoire très ancestrale, et parfois on peut juste être heureux en racontant des malheurs. Et ça, c'est vrai que c'est un peu ce qu'on sait bien faire. Oui, c'est vrai que la musique, la force de la musique est incroyable. Ouais. Ah oui. Oui. Que ce soit au niveau des émotions, de comment aussi... ça peut oui, nous, on n'envisage pas le théâtre sans la musique. Est-ce que c'est parce que mon père faisait du théâtre et ma mère de la musique ? Peut-être. Mais en tout cas, moi, j'aime le théâtre comme ça. Du coup, je me dis, peut-être ce théâtre d'Aleph était un peu un isthme entre la France et le Chili, finalement. Oui. Et, mais toi, après, dans ta pratique à toi, dans ta sensibilité artistique, est-ce que tu penses que d'avoir ces deux cultures, française et chilienne, ça a façonné différemment ton rapport au jeu, à la mise en scène ? Bon, après, bien sûr, plus tard à la dramaturgie, mais on y viendra. Est-ce que tu sens que, en tout cas, ça a infusé en toi ? Après, je ne m'imagine pas autre que ce que je suis. Alors, c'est vrai que parfois, je me dis comment j'aurais été au Chili, quelle aurait été ma vie au Chili.
évidemment, on ne le saura jamais, mais moi, je me sens très riche d'une double culture. Et alors, étonnamment, c'est pas comme si parfois on a des parents de deux cultures, donc on porte cette double culture. Là, non, mes deux parents sont chiliens, mais la France est devenue ma double culture, déjà parce que je suis arrivée très petite, donc finalement, ma langue maternelle est devenue le français. Et tu parles espagnol ? Je parle espagnol, mais par exemple, à mes enfants, je ne leur ai pas transmis l'espagnol, parce que naturellement, je leur parlais en français. Mais je me sens très riche de cette double culture, et évidemment que dans mon travail artistique, il y a les deux. Il y a les deux, et qui se marient extrêmement bien, parce que je pense que quand on a une double culture, tout se marie tellement bien. Oui, donc c'est comme une force, en fait. Ah oui. Une force créatrice. Oui. De créativité. Ouais, d'aller puiser comme ça aussi dans des univers qui peuvent s'enrichir. À quel moment est venue l'envie de raconter votre histoire ? Parce qu'après, tu es passée du jeu, de la mise en scène, à l'écriture de pièces, que tu as du coup écrit, mis en scène également. Oui. Donc c'est D'autres jours viendront, qui raconte l'histoire familiale, l'exil. Et donc c'est ta maman qui raconte à ta fille, Alma Kerouani, qui est aussi comédienne et chanteuse, l'histoire familiale et aussi la grande histoire du Chili à ce moment-là. Donc, comment est née l'idée de ce projet, ce besoin peut-être de poser tout ça ? Effectivement, c'est le mot « besoin » qui est le plus important dans cette histoire. C'est que mon père, il a toujours raconté cette histoire de l'exil pendant de très nombreuses années. Mais c'était son histoire. Ma mère n'a pas beaucoup raconté sa version des choses. Et c'est vrai d'ailleurs, quand j'ai fait des recherches pour ce spectacle, dans les histoires d'exil, c'est souvent les hommes qui racontent. Et les femmes, c'est souvent elles qui cherchent du travail, qui cherchent un appartement, qui cherchent à apprendre la langue. Voilà, donc il y a cette chose qui se met en place. Et donc ma mère a très peu raconté ce qu'elle avait vécu à l'époque. Et c'est vrai que plusieurs fois, je l'ai relancée en disant « Mais maman, ce serait quand même bien que tu racontes ». Et elle me disait toujours « Oh, mais ça n'intéresse personne. Et puis ton père, il a déjà raconté, etc. » Donc, bon, moi, je laissais, je respectais sa réponse. Donc, son vécu, elle voulait pas trop Elle voulait pas trop. Non, ma mère est quelqu'un qui n'aime pas trop parler, plutôt pudique, ou qui aime bien plutôt parler par la musique. Donc, j'ai pas insisté. Et alors, en 2023, il y a eu les 50 ans du coup d'État. Mon père était décédé déjà. Alors, peut-être que c'est aussi un élément qui a fait que c'était possible pour moi aussi de me mettre à raconter cette histoire. Et donc, j'ai redit à ma mère, mais voilà, là, c'est les 50 ans, il y a plein d'événements qui se font, nous, on ne fait rien, peut-être ce serait bien de faire quelque chose. Alors, au début, elle m'a dit non, surtout pas, je ne veux pas. Et je lui ai dit, mais maman, écoute, je te promets, tu auras 3 phrases. Elle m'a dit, bon, d'accord. Alors, je lui ai un peu menti, parce que finalement, elle est au centre du récit. Mais je pense qu'elle s'est dit, voilà, ça répond à un besoin qui était pour le mien. Voilà. Et en discutant ensuite avec mon frère, avec qui je travaille aussi depuis toujours, il s'est rendu compte que lui aussi, il en avait besoin. Donc on en avait tous les deux besoin, mais personne n'avait fait cette démarche parce que finalement, c'est un peu plongé dans un traumatisme, dans les choses qui ont été un petit peu... Voilà, dans les choses douloureuses. Et je me suis dit, bon, allez, il faut le faire. Donc, au départ, je ne me suis pas dit, oh, ben, ça va être un nettoyage, ça va être quelque chose. Non, je me suis dit, bon, c'est un événement, c'est les 50 ans, allez, de façon assez légère, en fait. Et donc, j'ai appelé un oncle et une tante pour demander, voilà, les archives. J'ai fait tout un travail d'archives et de recherche sur ça, avec ma mère. J'ai beaucoup discuté avec ma mère et avec ma fille. Alors, pourquoi ma fille ? Parce que je me suis dit... en fait, ce moment où on est toutes les trois en train de discuter, je l'ai trouvé magique. Je me suis dit, oh là là, il est en train de se passer quelque chose parce que ma fille, elle a su que j'avais ce projet. Je discutais avec ma mère et évidemment, comme ma fille habite à la maison, elle était là. Elle s'est assise à côté de nous et elle a commencé à écouter. Et ma fille me dit, ah, mais ça, je ne savais pas que ça s'était passé comme ça. Oui.
Donc la transmission. Voilà. En fait, elle avait une autre perception de l'histoire. Et ma mère, elle lui dit, mais oui, ça s'est passé comme ça, et à cette époque. Et voilà. Et là, je me suis dit, ce qu'il est en train de se produire à cet instant, c'est un cadeau de la vie, c'est-à-dire ma mère qui me raconte à moi et ma fille qui écoute. Et je me suis dit, en fait, j'ai déjà le spectacle. Il est déjà écrit, en fait. J'ai rien à faire. Et je me suis dit, en plus, le mieux, c'est que je les mette toutes les deux en tête à tête. Parce que je trouve que la transmission est quelque chose d'essentiel, surtout dans les histoires d'exil, où en tout cas, il y a une partie de l'histoire qui est brisée, l'histoire familiale, c'est-à-dire que nous, notre vie, elle aurait dû être au Chili. Finalement, on est arrivé en France. Ma fille, elle existe parce que j'ai rencontré son père, Mehdi, qui est aussi d'origine algérienne. Donc c'était toute cette histoire-là qui était cet instant où on se raconte. Voilà, et on est des gens de théâtre, des gens d'artistes, donc il faut qu'on se raconte. Et voilà, ça s'est fait simplement. J'ai envoyé la pièce à lire aux copains de la troupe, parce que d'habitude, on travaille en création collective, donc... Oui. Tout le monde connaît l'avancée du projet. Là, c'était la première fois. Je leur envoie le texte et le lendemain, je lis l'émotion dans leurs yeux, une émotion qui m'a touchée parce que je ne pensais pas que finalement cette histoire les toucherait. Et on s'est dit, OK, on va la monter. Donc, on a monté la pièce très vite. J'ai commencé à l'écrire en juillet 23. La première, c'était en octobre 23. C'est pour ça que je pense qu'en fait, j'ai mis 50 ans à l'écrire presque. Ça a bien infusé. Ça a bien infusé, elle était là depuis longtemps. Et c'est vrai que ça a remué énormément de choses. Ça a été douloureux et en même temps, ça a été une aventure extraordinaire. Ça a libéré peut-être aussi d'autres choses. Mais ça a libéré, ça a nettoyé. C'est comme en fait, cette pièce, pour moi, c'est un petit pansement. Un petit pansement sur l'exil. C'est-à-dire que c'est une façon d'accepter et que mes enfants puissent accepter aussi notre histoire et la connaître. Parce que finalement, c'est à ça de dire, de transmettre, oui. C'est différent que ça se transmette, comme tu disais, inconsciemment. Tu vois, que ça soit juste dans le corps et qu'on ne conscientise pas. Il faut mettre des mots à un moment dessus. Ouais. C'est-à-dire que même pour les enfants qui sont issus de cette histoire, que ça soit, en fait, votre histoire, cette pièce, ça part d'une histoire intime, mais c'est tellement universel, ça résonne dans tellement de types d'exil, de migration. Pas spécialement Amérique latine, mais d'autres pays. Absolument. Quand on jouait le spectacle, à la fin, il y avait des gens du public qui me disaient « Ah, mais c'est l'histoire de ma grand-mère au Vietnam. Ah, et moi, j'ai vécu la même chose en Afrique. » Et en fait, notre histoire d'exil, malheureusement, en fait, c'est l'histoire de plein d'exilés. Et encore aujourd'hui, la pièce résonne pour plein d'exilés. Oui. Mais c'est important de raconter. C'est important de raconter. Et c'est là où on voit aussi le cœur un peu du podcast, c'est un peu les questions que je me pose, dont je n'ai pas la réponse. C'est intéressant de les trouver avec les invités et d'aller explorer tout ça. C'est comment, justement, l'art, par ces histoires d'exil, de migration, de séparation avec la terre natale, l'art vient peut-être réparer, ou en tout cas se nourrir de tout ça et faire des très belles choses qu'on peut aussi partager avec d'autres qui n'ont pas connu ça. Oui. Après, je ne sais pas exactement ce que ça répare, mais je pense que la transmission, elle permet d'accepter quelque chose, mais... Oui, mettre des mots. Oui. Sur le vécu. Voilà, de mettre des mots sur un vécu. En fait, peut-être même, je dirais, de nettoyer les générations suivantes. Leur épargner certains silences, peut-être. C'est ça, c'est ça. Et c'est vrai qu'en fait, l'art, ça embellit tout aussi. Donc, c'est presque plus facile pour raconter. Oui, c'est ça. On accepte... oui, c'est presque plus joli. Mais c'est comme, je ne sais pas, ça me fait penser... Parfois, on fait, quand on accompagne des enfants dans des psychothérapies, on accompagne par le dessin, par des lectures. C'est un peu ça aussi, non ? Un peu, on accompagne, on dit des choses. Il y a plein de médiums, plein de façons de faire les choses. Moi, je connais celle-là, le théâtre, les histoires qu'on raconte. Et donc, dans ce travail, dans cette pièce, tu as voulu tisser des ponts entre le passé et le futur, du coup. Oui.
Je me souviens plus, parce que je l'avais vu, la pièce, il y avait de l'espagnol. Est-ce qu'il y avait des différentes langues? Oui, en fait, les chansons sont en espagnol. Oui. Voilà, en fait, on a... Ah oui, tiens, c'est important pour ici l'histoire de la transmission, c'est que c'était aussi une pièce que je voulais... en fait, je voulais pas qu'elle soit didactique, mais je me disais peut-être que les gens, ils savent pas exactement où se trouve Santiago du Chili, peut-être connaissent pas bien la culture chilienne. Et donc, l'histoire, et ouais, l'histoire. du coup d'État, tout ça. Voilà, l'histoire du coup d'État, c'était quand même il y a 50 ans, donc c'est sûr qu'il y a des gens qui connaissent pas. Donc c'est vrai que la pièce est très documentée, donc il y a un fond de scène avec un écran, donc il y a toutes les images d'archives. On parle du poète de Pablo Neruda. Voilà, je voulais qu'on voit des images d'empanadas, de nourriture qu'on fait au Chili, parce que je voulais que les Français se disent ah voilà à quoi ça ressemble la culture chilienne. Et c'est aussi donc un spectacle qu'on joue beaucoup pour les scolaires. D'accord. Voilà. Ouais. Et ça aussi, pour la transmission, c'est important. C'est important aujourd'hui, 50 ans après, de continuer à dire, oui, dans ce pays, en Amérique latine, il y a eu un coup d'État pour telle et telle raison. Donc après, on fait des bords plateaux, on raconte aux jeunes l'histoire politique de l'époque, qui a beaucoup de résonance encore aujourd'hui. Et donc c'était important aussi qu'il y ait des chansons en espagnol. Donc toutes les chansons sont en espagnol, enfin presque toutes. Enfin voilà, c'était de plonger le public en Amérique latine, le soir du coup d'État ou de tous ces événements. Et donc, c'est une pièce avec une temporalité qui est un peu fracturée parce que c'est des flashbacks entre donc l'interview de ma mère avec ma fille et l'époque du coup d'État. Ouais. Je me souviens plus comment se terminait aussi, avec peut-être une note d'espoir, sûrement, ou une note vers les générations futures. Je me dis... En fait, ça se termine, c'est le dialogue qui se termine entre Anita et Alma, donc ma mère et ma fille, où elle lui demande si elle se sent française, donc à la fin de l'histoire. Et elle dit, ma mère, que non, elle se sent pas française, ni chilienne, qu'elle aime beaucoup la France, qu'elle aime beaucoup le Chili, mais qu'elle dit, je suis dépaysée. C'est-à-dire qu'elle est sans pays. C'est ta maman qui dit ça? Oui, c'est ma mère qui dit ça. Et elle l'a vraiment dit, puisque on l'a interviewée pour... C'est-à-dire qu'elle n'arrive plus à se sentir ni dans l'un ni dans l'autre. Mais entre les deux. Entre les deux. Alors le mot dépaysé, je le trouve intéressant, comment elle l'a utilisé, mais elle a dit « je suis dépaysée mais bien enracinée ». Et qu'elle est heureuse des racines qu'elle fait pousser ici, en France. Et c'est comme ça que ça se conclut, parce que finalement, je pense que elle se sentira jamais complètement française et jamais complètement chilienne, parce qu'elle en veut au Chili. Et donc, je trouve que c'est joli de dire je suis dépaysée mais bien enracinée. Moi, je me sens enracinée en France. Est-ce que je me sens française ? Oui, peut-être plus que ma mère, mais je me sens aussi profondément chilienne. Ah oui, c'est intéressant, les deux points de vue de la mère et de la fille. De l'exilé et de l'enfant de l'exilé. Oui, alors que ma fille, je pense qu'elle se sent française et algérienne. Voilà, d'autres encore, d'autres mélanges. Très intéressant. Et si tu devais offrir un mot, une image ou un geste à une nouvelle génération, comme un héritage de cette mémoire, qu'est-ce qui te viendrait à l'esprit? Comme ça, juste un mot, une image que tu aimerais transmettre de toute cette histoire familiale, théâtrale, du théâtre, politique aussi. Si j'avais un mot, je dirais le mot histoire. Parce que le mot histoire regroupe toutes nos histoires, l'histoire universelle, l'histoire individuelle, l'histoire intime, celle qu'on veut raconter, celle qu'on cache, celle qu'on aimerait connaître, celle qu'on cherche. Ça, c'est le mot, je pense, qui est pour moi le plus important aujourd'hui. L'histoire. Oui. Et du coup, les enfants de cette nouvelle génération, peut-être, il y en a qui sont... Enfin, ceux qui sont un peu ados, petits, peut-être qu'ils ne s'y intéressent pas, mais après, plus tard, est-ce que tu penses qu'ils questionnent justement cette histoire, ils reviennent... Je pense que... Quand on a fait des scolaires, donc on avait des jeunes entre 14 et 16 ans. J'ai aussi un fils de 14 ans donc qui connaît bien la pièce puisqu'il l'a vue plusieurs fois. Je pense qu'on sème une petite graine qui pose une question. En fait,
On a eu des jeunes qui nous ont dit « Ah, mais peut-être que je vais demander à ma grand-mère qu'elle me raconte. » Ah oui. Voilà, donc si la pièce, qui finalement c'est ça, c'est l'histoire d'une petite fille qui demande à sa grand-mère de lui raconter une histoire, ben, si finalement je pouvais me dire que cette pièce, elle aura apporté quelque chose, c'est que les générations suivantes puissent se dire, je vais poser la question à ma grand-mère. Raconte-moi ton histoire. Oui, qui est cette transmission, pas d'oubli et pas de non-dit. Oui, exactement. Alors, les non-dits, c'est plus compliqué parce qu'il y a des choses que j'imagine dans les familles. Oui. Mais en tout cas, de raconter une part de sa propre histoire, en fait. Et que je pense que pour agrandir, mes enfants, ils vont être plus entiers en connaissant leur histoire, l'héritage, ce qu'ils portent, en fait, et ce qu'ils n'ont pas choisi de porter. Comme tu disais tout à l'heure, l'héritage cellulaire, presque. Exactement. C'est vrai, qu'on n'a pas spécialement choisi. Non, on n'a pas spécialement choisi, et pourtant on le porte. Et parfois, ça nous empêche de dormir, je ne sais pas pourquoi. C'est ça, c'est inconscient. On va bientôt arriver à la fin de cette conversation. Avant de passer à un petit jeu que j'aime bien, est-ce que tu aimerais nous parler s'il y a des projets un peu en cours pour toi, moyen terme ou long terme? J'ai toujours plein de projets. Je ne sais jamais quel est le plus important. Oui, alors le projet que je chéris le plus, c'est la compagnie dans laquelle je travaille, c'est-à-dire avec mon frère encore, avec ma mère, avec mon ex-mari et avec encore mes meilleurs amis, des gens, des frères, des sœurs qui pour moi ont une place très importante. C'est ma famille, voilà, c'est devenu ma famille de théâtre. Et je rêve de continuer à faire des aventures avec eux. Donc, en 2026, il y aura une nouvelle création, ça c'est certain. Au Théâtre El Duende, à Ivry-sur-Seine. Voilà, le Duende, c'est un lieu magnifique. Oui. C'est un lieu où il se passe énormément de choses. Peux-tu nous parler un peu justement de ce qui s'y passe, peut-être pour les auditeurs qui ne connaissent pas? Je sais que vous avez aussi beaucoup de pratiques amateurs. Tu donnes aussi des cours, des ateliers amateurs adultes. En fait, c'est notre lieu. Il y a un slogan, c'est un lieu, une troupe, une coopérative. Pour nous, c'est important le mot coopérative parce que ça veut aussi dire que c'est un collectif. Collectif, oui. Voilà, où cet outil de travail nous appartient à la troupe, que c'est un lieu parce que c'est le lieu de la troupe. C'est comme notre maison, en fait. Voilà, ça aussi, c'est très lié à l'exil, finalement. On reconstruit une maison, parce que j'ai ma maison à moi, avec mon chez moi. Ouais. Mais là, c'est très sécure. Je connais bien tous les recoins. C'est là où on fait toute la magie, où on fabrique, en fait. Donc, pour nous, un lieu, c'est extrêmement important. Et ça, c'est aussi transmis par mes parents. Parce que mon père aussi crée des lieux avec ses troupes et que c'était, il fallait qu'on ait un lieu. Donc on a un lieu, c'est le 5e théâtre d'Ivry, Ivry-sur-Seine, il y a beaucoup de théâtres. Voilà, ça c'est le nôtre et dedans il y a une programmation toute l'année, il y a du théâtre, il y a des festivals de théâtre émergents, de compagnies émergentes, on a un festival inclusif qui s'appelle le Festival à part entière, où on a beaucoup de compagnies, où on mélange des personnes en situation de handicap et des comédiens professionnels. On a une école de théâtre amateur. On a plein de choses. Et vos créations à vous. Et nos créations. C'est une joie de vivre. Oui, tout à fait. C'est un super théâtre que j'invite à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. Merci Andrea. Merci, avant de clôturer, du coup, j'aime bien finir par un petit moment un peu plus léger. Okay. Pour un peu continuer à découvrir mon invité, mais différemment. Donc, c'est comme un portrait chinois, mais culturel. Ok. Donc, je vais commencer des phrases. Tu me dis si ça te va de jouer le jeu. Alors, du coup, je vais commencer des phrases et je t'invite à les terminer. Ok. Très bien. Alors, si j'étais un livre, je serais... 100 ans de solitude. Si j'étais un film, je serais... West Side Story. Si j'étais une musique, je serais... La Chirilaca, c'est une des musiques de ma mère. Si j'étais une pièce de théâtre, je serais... Oula. Songe de nuit d'été. Si j'étais un plat cuisiné, je serais... Un ceviche. C'est pas mal. Si j'étais une langue, je serais... L'espagnol. Et enfin, si j'étais un pays.
je serais? Ouais, c'est difficile, parce que j'aimerais dire la France et le Chili. Toi, tu peux dire la France. Alors, la France et le Chili. Merci, mille merci Andrea d'avoir accepté mon invitation. Je te souhaite vraiment de belles choses pour la suite de ton aventure dans le théâtre. Merci beaucoup, c'était un plaisir, un vrai plaisir. Merci beaucoup. Ces partages sont précieux. Ils permettent de tisser des ponts entre les cultures, les langues et les mémoires. Ici, on croit que l'art est un lieu de rencontre, que le métissage culturel est une richesse et que nos différences sont une force créative. Continuons à écouter, à nourrir notre curiosité et à aller éternellement à la rencontre. Si cet échange vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner, à partager l'épisode autour de vous ou à laisser quelques mots. C'est ce qui fait vivre ce podcast. À très bientôt dans ISM. Merci.